Réseautique, entrevue. Bonjour, ici Pierre-Julien Gay de la vitrine Technologie Éducation. Je rencontre aujourd'hui Bernard Blandin, directeur de recherche du groupe CESI, le Centre d'études supérieures industrielles. Bernard est également secrétaire général du Forum français pour la formation ouverte et à distance et animateur d'un groupe international d'experts à ISO, le SC36WG3, qui œuvre au développement de normes liées, entre autres, au portfolio numérique et aux compétences. Nous abordons avec lui les enjeux de l'intégration des profils de compétences dans les pratiques enseignantes. Bernard, on semble désormais vouloir qualifier les apprentissages en termes de compétences plutôt que de connaissances. Qu'est-ce qui motive ce changement à la base? Bon, le premier facteur, c'est un facteur qui remonte à il y a maintenant une bonne trentaine d'années, 40 ans même. Les psychologues se sont aperçus que les résultats scolaires n'étaient pas du tout le bon prédicteur de la capacité à travailler ou à tenir un emploi. Alors, du coup, on a cherché d'autres indicateurs permettant d'évaluer la capacité à tenir un emploi. Et cet indicateur, il se trouve que c'est la compétence. Il y a donc ce premier élément. Ensuite, effectivement, les entreprises se sont aperçues qu'il fallait aussi des indicateurs qui permettaient de mesurer la performance. Puis ensuite, avec les difficultés liées à l'évolution des emplois, au fait que la pérennité des entreprises n'est pas toujours assurée, etc., qu'il faut changer d'emploi régulièrement au cours de sa vie, la notion de compétence a fini par s'imposer. Il y a quand même un lien qui subsiste entre connaissances et compétences? Les connaissances, ça fait partie des ressources qui sont mobilisées dans la compétence. La compétence, il y a plusieurs définitions, mais on peut dire que c'est surtout la capacité à agir en mobilisant des ressources appropriées dans un contexte donné et en se dotant des moyens de réussir selon les règles de l'art. C'est un des éléments qui contribuent à la compétence. Comment l'industrie et les établissements d'enseignement arrivent-ils à s'entendre pour établir un profil de compétences pour une discipline ou un corps d'emploi donné? Il est établi entre certaines branches professionnelles et certains organismes de formation. Il est établi au niveau d'une région. Il peut être établi au niveau d'un État dans certains cas particuliers. C'est le cas, par exemple, au Japon, où il commence à y avoir des référentiels de compétences nationaux. Ce ne sont pas des accords systématiques. Il n'y a pas de référentiel universel permettant de situer les compétences d'une personne où qu'elle se trouve, dans quelque métier qu'elle exerce. Sinon, pour arriver à ce consensus, il y a un travail important qui est fait d'analyse des emplois qui permettent ensuite donc de définir une liste d'activités, une liste de compétences associées à ces activités. Et puis ensuite, il y a des discussions entre les professionnels pour valider ces listes et ces référentiels. Pour évaluer les compétences, il faut disposer d'un contexte permettant leur exécution et leur observation. Les établissements sont-ils actuellement en mesure de fournir ce cadre d'évaluation? Je pense ici en particulier à la formation technique. Alors, certains établissements sont équipés pour cela. Je pense notamment en France à l'AFPA, qui fait la formation professionnelle dans de très nombreux secteurs. Ils sont parfaitement équipés pour faire des évaluations de compétences en situation. Il y a d'autres moyens d'ailleurs. C'est non pas de faire passer des tests en situation, mais c'est de demander aux gens d'amener la preuve à partir de documents ou d'attestations qui ont été faites par des tiers pour dire qu'effectivement il a été capable de faire telle ou telle chose. Et ça, c'est beaucoup utilisé, notamment dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. C'est assez rare quand, dans ce cas-là, on demande aux gens de démontrer leurs compétences en les mettant en situation. Ils construisent un dossier dans lequel ils apportent des témoignages ou des preuves. La preuve pouvant être aussi une réalisation qu'ils ont faite ou tout autre moyen, une vidéo de leur activité, etc. Comment peut-on accompagner les enseignants pour qu'ils adaptent leur activité, voire leur attitude? Enseigner à partir de compétences, ça demande effectivement des mises en situation, ça demande de se doter de la capacité de vérifier d'une manière ou d'une autre qu'elles sont bien là. Alors, qu'est-ce qu'on met pour accompagner cette transformation? C'est vraiment une formation de formateurs particulière.
qui permet d'acquérir à la fois les notions de compétences, de comprendre ce que ça représente, en quoi c'est différent d'enseigner à travers une démarche compétence. Puis ça demande surtout un état d'esprit de la part de l'enseignant. Donc les dispositifs d'accompagnement sont des dispositifs relativement lourds. En France, les IUFM par exemple, qui forment donc les enseignants du primaire et du secondaire, sont en train de passer sur une logique compétence, et c'est une transformation radicale des programmes et des cursus des IUFM. Et c'est aussi un passage obligé pour les enseignants en poste. Pas encore, mais il est question d'introduire ce qu'on appelle un socle de compétences qui devrait être validé à chaque année. Et ça pose aujourd'hui beaucoup de discussions. Ça soulève des oppositions assez violentes de la part des syndicats d'enseignants. Bon, on sent bien qu'on touche vraiment là à l'identité des enseignants. C'est une approche davantage centrée sur l'individu. Complètement. Parce que les compétences sont complètement personnalisées. Et donc, si on veut évaluer les compétences, on est obligé d'évaluer les personnes une par une en situation. Donc, ça suppose qu'il y a un processus complètement individuel. Donc, une réingénierie de l'enseignement? Et ça suppose une autre organisation des séquences d'enseignement. Mais on peut tout à fait s'appuyer sur les pairs, c'est-à-dire qu'on pourra prendre celles qui sont un peu plus avancées, on va les mettre en équipe avec ceux qui le sont un peu moins, et ils vont les aider, et du coup on va l'économie d'un accompagnement personnalisé par l'enseignant. Ça s'appelle l'enseignement mutuel, et ça se développe à nouveau, parce que ça s'est beaucoup développé au XIXe siècle en Europe, en France, en Angleterre, dans d'autres pays. Et puis c'était tellement efficace qu'on l'a supprimé, parce que à l'époque on n'avait pas besoin d'emmener tout le monde à un niveau d'enseignement supérieur. Mais bon, ça c'est très efficace, et aujourd'hui on le repasse dans un certain nombre de pays, je pense à l'Allemagne par exemple, pour justement pouvoir individualiser la formation sans que ça coûte plus cher. On a vu que les profils de compétences étaient établis au niveau local ou régional, plus rarement au niveau national. Au moment d'une demande de transfert entre établissements, d'une admission à un cycle d'études supérieures ou encore à l'entrée du marché du travail, on observe des besoins de reconnaissance des acquis. Comment peut-on, sur le plan technologique, représenter différents profils de compétences? Alors ça, c'est une question importante et auquel aujourd'hui on n'a pas de réponse. Mais par contre, il y a des projets récents de standardisation justement sur les modèles d'information de la compétence. Et dans ce cadre-là, j'espère bien que l'on va arriver à résoudre cette question-là. L'idée étant de comparer en utilisant alors soit des ontologies, soit des vocabulaires contrôler donc les processus de comparaison, d'agrégation, de compétences, etc. La mobilité est de plus en plus grande et on a besoin de cette interopérabilité des référentiels. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à accomplir pour atteindre les objectifs initiaux d'évaluation par les compétences? Aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à accomplir dans la mesure où ce processus n'est pas encore développé partout. Il est plus ou moins avancé selon les pays, il est plus ou moins avancé selon les niveaux de formation ou d'éducation, il est plus ou moins avancé selon les métiers, mais on n'y est pas encore, c'est pas encore généralisé partout. Et chez l'enseignant? Ça devrait être déjà de se positionner autrement qu'il ne le fait trop souvent. Et ça, je crois que c'est une des conditions fondamentales. C'est vraiment que les enseignants arrivent à se décentrer et à devenir des accompagnateurs plus que des enseignants qui détiennent le savoir.